Bienvenue dans L'Œil Écoute, le podcast indépendant qui analyse notre rapport à l'image photographique et l'évolution du médium à l'heure de la suprématie du numérique et du digital. Depuis la nuit des temps, tout du moins depuis l'apparition des premières peintures sur les parois des grottes préhistoriques, la couleur a joué un rôle primordial dans notre représentation du monde, notre représentation du réel. Aujourd'hui, à l'heure de la suprématie de l'image, partagée sur les réseaux sociaux, nous avons souhaité interroger les photographes sur la notion de la couleur, comment la couleur construit l'image, comment ils l'utilisent pour construire leurs images. Franck Ferville, photographe de portrait représenté par l'agence Vue, inaugure cette série que nous menons toute l'année 2020 autour de la couleur. Donc je suis avec Franck Ferville dans un endroit qu'il me fait découvrir sur la butte Montmartre et nous nous sommes rencontrés par l'entremise de l'algorithme d'Instagram, puisque j'ai eu le plaisir de découvrir ton travail, Franck, à l'occasion de cette image d'Alice Vinocourt, qui a attiré mon œil, je pense, par la chromie très particulière que tu as créée sur cette image. Est-ce que tu vois de quelle image je parle et est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Oui, alors c'est une image où elle est dans un café, attablée, et il y a une branche de lierre en plastique, je crois, qui descend. Et qui apporte une chromie très particulière à l'image. Justement, effectivement, il y a cette petite touche de couleur verte. C'est moi qui lui avais demandé de poser là. Je crois que je demandais pourquoi. J'ai trouvé ça un petit peu incongru. Moi aussi, pour tout dire. Mais en fait, je vais pas franchir les étapes. Mais c'est vrai que quand je fais des photos, j'ai aucune idée préconçue. Je suis dans une vraie agitation. Et je prépare jamais une image à l'avance. Donc j'ai vu En fait, je suis amené souvent à faire des portraits de gens dans des lieux qui sont pas inspirants, qui sont très très compliqués à gérer parce que c'est souvent des cafés, des restaurants où on sait qu'on dérange. Et c'est souvent les mêmes espaces, les mêmes couleurs un peu de table en bois, etc. Donc c'est très contraignant. Et donc j'ai vu cette tache verte et je me suis dit qu'il fallait que je joue avec ça. Et par rapport aux mises en scène que tu peux créer de façon complètement impromptue, spontanée, est-ce que tu as toujours, ou est-ce que justement c'est quelque chose qui est très inconscient de ta part, cette notion de la couleur ? C'est-à-dire là, tu nous parles d'une présence verte, d'une couleur verte. Est-ce que c'est le cas dans chaque image ? Est-ce que cette notion de la couleur, de l'objet coloré, est toujours hyper important pour toi dans la façon dont tu vas construire ton image ? Non, pour être très honnête, c'est pas quelque chose qui est déterminant. C'est quelque chose avec lequel je joue si j'ai matière à jouer. Mais je vais pas composer une image en fonction des couleurs qui m'environnent. Quand je suis sur une prise de vue, j'ai des contraintes qui sont à la fois des contraintes techniques, des contraintes aussi de limite de ma technique. Voilà, il faut que je m'accommode avec ce que j'ai. Mais par exemple ici, je pourrais effectivement jouer avec ces affreux bouquets. Effectivement, je pourrais être amené à utiliser ça comme élément de décor, sans qu'il y ait un sens ni pictural, ni même un sens caché par rapport à la personne que je prends en photo. Il n'y a pas de sens dans ces images. Et avec le recul, est-ce que quand tu regardes l'ensemble des portraits que tu fais sur une période donnée, ou en tout cas depuis que tu fais du portrait, donc c'est depuis plusieurs années, est-ce que tu sens que l'évolution de tes prises de vue est teintée justement d'une nouvelle approche de la couleur ? Est-ce que c'est quelque chose qui pour toi est évidente, ou est-ce que c'est un peu aussi au gré des humeurs et des environnements que tu es amené à rencontrer pendant tes interviews ? Non, je sens qu'il y a une vraie évolution dans mon travail. Et c'est vrai que je pense que nous, portraitistes de presse, on est obligés de travailler avec certains automatismes. Parce que la durée d'une rencontre varie entre 3 minutes, ce qui est considérable.
et 15 minutes dans le meilleur des cas. On doit gérer avec cette contrainte-là. Et donc, on est obligé de fonctionner avec des automatismes. On sait marcher, pouvoir fonctionner. Et donc, effectivement, je pense avoir, au fur et à mesure, trouvé une identité au niveau chromie, je sais pas, chromatique. Et j'ai tendance un petit peu à la répéter. Même si, au bout d'un moment, on veut s'en affranchir, parce qu'au bout d'un moment, on finit par répéter trop souvent le même type de chromie. Et il est temps peut-être de passer à autre chose. Pour l'instant, je suis assez à l'aise avec ce que je fais. Et effectivement, je reconnais une certaine ligne entre mes images, une certaine identité. Tes sources d'inspiration pour faire évoluer cette approche autour de la couleur, de la chromie, ou même quand il s'agit de composition, de cadrage, d'où vient-elle? Est-ce que, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que dans ce que j'avais vu sur justement tes derniers portraits, c'était vraiment une approche très picturale, avec un jeu sur ce brun, ce clair-obscur, enfin une quête un petit peu plus picturale. Je dirais que c'est pas conscient chez moi. Il n'y a pas du tout une volonté de m'inspirer des maîtres du Nord, etc., d'une école qu'on connaît bien. Enfin, voilà. Quand je regarde mes images, je vois qu'il y a effectivement une certaine familiarité, enfin une certaine... il y a un cousinage qu'on pourrait trouver. Mais c'est pas quelque chose que je construis consciemment. C'est quelque chose qui vient peut-être de ton histoire uniquement de la connaissance de la peinture ou des musées que tu as pu côtoyer? Oui, mais c'est ce que je disais au tout début, c'est que quand je suis sur un rendez-vous, déjà je suis quelqu'un de très agité. Ça, je ne sais pas si ça se voit. Non, pas pour moi. Je suis quelqu'un de très agité, je suis très timide. Et c'est un mélange qui fait que je suis incapable d'être maître de moi-même quand je prends une photo. Donc l'idée que je pourrais construire en amont une image, ça m'est complètement étranger, j'en suis tout à fait incapable. Donc je peux pas dire que quand je vais faire le portrait de je sais pas qui, j'ai en mémoire un peintre ou même un photographe que j'admire pour pouvoir essayer de construire une image qui pourrait s'en approcher. J'en suis absolument incapable. Donc c'est vrai que dans ton travail, la spontanéité de la mise en scène, le fait qu'elle soit totalement en adéquation avec un lieu, une personnalité, c'est des choses qui sont tout à fait particulières dans la façon dont tu envisages le travail de photographe de portrait de presse, où en effet tu as cette contrainte de temps très précise, et parfois tu ne connais même pas la personne, j'imagine, que tu photographies, ou en tout cas très peu. Ce qui est étonnant dans ton travail, c'est à quel point peut-être ta timidité, je trouve, on la retrouve aussi dans l'attitude des gens que tu photographies. Parfois, en effet, les personnalités regardent frontalement, face à face, le regard est franc, direct, mais souvent, et je trouve ça tout à fait beau, le regard, il peut être en effet partir ailleurs, comme une forme de rêverie ou d'attente. Est-ce que c'est des choses qui, pour toi, ne sont pas fabriquées, j'imagine, et est-ce que c'est de la façon dont toi, tu mets en scène c'est très étonnant. Ça, on me l'a souvent... C'est une remarque qu'on a dû te faire régulièrement. Et que presque même les personnes étaient dans une sorte d'introspection, une sorte de retrait, une situation de retrait intérieur. C'est ce que je disais, c'est que c'est en totale contradiction avec le moment que je passe avec la personne. Et c'est ça qui est très étonnant, c'est que quelque part, comme je disais, je suis très agité. C'est rare que les personnes que je photographie arrivent à garder leur calme, tellement ils sont surpris de mon attitude un peu... je suis d'un homme pressé. Agité. Très agité. Mais je sais pourquoi. Enfin, je sais pourquoi j'ai développé ce tic. Mais ce qui est étonnant, c'est que mes photos reflètent absolument pas ce type d'inquiétude-là. C'est vrai qu'elles sont empreintes d'une énorme sérénité la plupart du temps. Ouais, mais alors ça il y a deux étapes dans la photographie. Il y a le moment où on fait la photo et le moment où on édite la photo, où on choisit la photo. Et je pense qu'effectivement, j'ai tendance un petit peu à mettre de côté toutes les photos où il y a de l'agitation. Et je ne garde que les photos où il y a une certaine forme de retrait, une certaine forme d'introspection. Pour toute personne qui fait de la photo, je pense que qui s'intéresse à la photo, il faut savoir que faire une photo, c'est important, mais savoir choisir une photo, c'est aussi important. C'est comme en musique, je veux dire. Moi, je suis de la musique à la base, hein, je suis musicien de formation. Et un grand musicien, c'est pas quelqu'un uniquement qui a une bonne technique, parce que les gens qui ont des bonnes techniques, mais qui ont un mauvais goût absolu, il en existe. Je veux dire, c'est exactement la même chose. Je veux dire, des musiciens
qui mettent un gros roubateau là où on demande à ce que le phrasé soit joué de manière sèche. Il y en a. Et ça, voilà. Et la photo, c'est pareil. Avoir une bonne technique, ou savoir faire une bonne photo, je dis pas que c'est à la portée de tout le monde, mais c'est à la portée de toute personne qui s'exerce et qui y arrive. Et savoir choisir la bonne photo, là, ça demande une certaine éducation. Bon, ça peut servir. C'est très bien, non, c'est très intéressant parce que je pense que ça parle aussi de la même chose, parce que tu parles de la musique. Moi, je dirais peut-être que la couleur et tu as la photographie, ce que le rythme peut être à la musique, c'est-à-dire que dans tes images, moi, ce que je vois, c'est une forme de musique dans le sens où c'est une musique du silence. Justement, peut-être que c'est ta façon à toi, avec l'histoire qui est la tienne, de composer une image, et je trouve que toutes tes images sont des images de silence. Est-ce que c'est aussi en contradiction, ou en tout cas une volonté de ta part de montrer qu'il n'y a pas que de l'agitation, mais que tu sais aussi avoir ces phases de silence? On ne va pas faire de l'analyse rapide, mais moi je trouve que tes images, c'est ce que j'ai en tout cas ressenti en les regardant, parce que je trouve qu'elles sont très émouvantes et qu'il y a une forme de silence, d'introspection, comme tu le disais tout à l'heure, et un espèce de détachement aussi des gens, comme si elles étaient entrées dans une autre dimension qui n'appartenait qu'à elles. Donc je trouvais ça très étonnant, puisque en effet je connais aussi les conditions de prise de vue dans ces moments-là où les gens sont plutôt dans l'actualité, tu es un peu appelé au dernier moment, tu sais que tu as très peu de temps pour poser ton travail, et je trouvais que c'est assez incroyable d'arriver à obtenir ce type d'ambiance et de couleurs, puisqu'on peut parler de couleurs aussi, pour un travail qui demande autant de rapidité. Oui, c'est vrai. Oui. Donc je trouvais qu'en plus tes choix de couleurs et de créer un environnement de couleurs autour de ces personnalités étaient absolument incroyables, dans le sens où il y a ce ne sont pas des portraits serrés, il y a tout un environnement autour d'eux que tu crées. Et donc cet environnement-là, je trouve, les habille de façon magnifique. Oui, effectivement, j'aime bien contextualiser mes photos. Je suis un très mauvais photographe de studio, par exemple. Très mauvais, je sais pas. En tout cas, je me sens pas du tout habité quand je suis dans un studio. J'ai besoin d'un bout de canapé, un bout de n'importe quoi pour. Je crois que je fais partie de la famille des photographes un peu environnementaux. On les appelle les photographes environnementaux, qui utilisent l'environnement qui n'a pas forcément du sens par rapport à la personne que je prends en photo. Mais moi, je veux y donner du sens. Voilà, je trouve qu'il y a une interconnexion qui se produit que j'ai envie de montrer, quoi. Et par rapport à cet environnement que tu crées et cette couleur que tu arrives à mettre dans ton image, comment tu travailles la lumière? Est-ce que tu apportes des éléments de lumière? Est-ce que c'est toujours une lumière naturelle? Non, je ne crois pas. Est-ce que la lumière, plutôt le contraire, est-ce que la couleur, c'est le travail de la lumière, et qu'on revienne ainsi au fondement de la photographie, l'écriture de la lumière? Est-ce que c'est des choses qui pour toi sont importantes? Pour moi, c'est une question qui est certainement très intéressante, mais qui fait pas sens chez moi. Je reconstruis la lumière avec la lumière que j'amène. Je pense que j'ai toujours travaillé avec des lumières additionnelles. J'ai des collègues à moi qui font de très très belles photos en lumière naturelle. Je dis pas que j'en suis incapable. Quand je pars en voyage, je travaille en lumière naturelle, mais dans mes travaux de commande, j'apporte toujours une lumière avec moi. Alors donc je reconstruis quelque chose qui n'existe pas. Enfin, mais par contre, j'irai pas jusqu'à parler de couleur. Le couleur, c'est quelque chose que je maîtrise ou pas de manière inconsciente. Je pense que j'ai des codes couleurs personnels auxquels j'ai pas réfléchi, que j'essaie de retrouver d'image en image, mais il n'y a pas du tout d'acte conscient là-dessus. Bon, je déteste photographier des gens sur un fond blanc, ça c'est clair. À part ça, ça peut être n'importe quoi. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'il y a deux phases? Il y a cette phase de la prise de vue, et il y a la deuxième phase où finalement tu découvres ce que tu as photographié, où là, en effet, les choses se révèlent à tes yeux. Finalement, c'est horrible, mais j'ai l'impression que c'est peut-être la partie la plus agréable pour moi. Pour moi, il y a toujours une énorme frustration au moment de la prise de vue, parce que je suis toujours confronté à une angoisse. Et comme malgré tout, je commence à avoir un peu de métier,
j'arrive toujours à m'en sortir et j'arrive toujours à avoir, enfin toujours, j'arrive souvent à avoir de belles révélations je regarde les images, parce que je regarde jamais les images quand je suis en train de les produire. Je sais qu'il y a des photographes qui passent leur temps à regarder derrière le... Oui, moi je le fais jamais, jamais. Je le fais la première fois pour voir si l'exposition est plus ou moins correcte, mais après je pars, quoi. Je peux pas rompre le discours voilà, d'une rencontre, d'autant plus que je sais que le temps est court, et je sais aussi que j'ai besoin de rentrer vraiment dans le processus. C'est un acte presque, je sais que quand je commence à prendre des photos, et je parlais d'agitation, c'est vrai que je rentre dans une sorte d'état de transe un petit peu. Et il ne faut pas casser ça, parce que sinon la rencontre, voilà, il n'y a plus de tension entre. Et donc effectivement, voilà, c'est au moment de l'editing que je découvre mes images en fait. C'est un peu comme à l'ancienne, quoi, finalement. Quelque part, j'ai eu une vraie moment de. J'ai commencé en argentique. Et donc, ouais, quelque part, je reste un petit peu dans ce processus-là, où il faut attendre pour voir l'image. Il y a un effet de surprise. Ouais, pour moi, c'est important. Et quelque part, oui, je pense pas que je suis un photographe très rassurant. Parce que normalement, un vrai photographe devrait assurer son image au moment où il l'a fait. Une fois que je suis chez moi, je peux plus rappeler la personne, écoutez, là, je suis vraiment planté, je vous rappelle, pour qu'on se revoie. Non, moi, je préfère prendre ce risque-là. C'est pas que je préfère, c'est comme ça que tu fonctionnes et que... Je fonctionne pas autrement. Je sais que je me suis acheté un trépied, je me suis acheté un moyen format numérique, un gros bazar, et je me suis dit, ok, je vais m'acheter un trépied, je vais changer de manière de travailler pour essayer de, justement, voilà, évoluer, etc. Ça fait 3 ans que je l'ai jamais utilisé. J'en suis incapable. Incapable de poser mon appareil photo et voilà. C'est ma manière de fonctionner, quoi. Et tout à l'heure, tu disais qu'en effet, où tu as d'autres confrères qui font de la photographie de portrait pour la presse. Bon, on sait que la presse est aussi un secteur qui vit voilà, des difficultés. Justement, comment on fait pour réussir à se renouveler? En plus, voilà, une fois qu'on a trouvé une forme de signature et on sent que cette signature plaît, est-ce que, voilà, comment tu fais pour trouver cet équilibre entre voilà, une signature qui plaît et essayer de quand même continuer à évoluer et à proposer de nouvelles choses? C'est une bonne question parce que là j'ai commencé j'ai commencé une nouvelle manière de prendre des photos et c'est lié à un accident dans le travail. Mais je ne sais pas si c'est un travail qui peut justement être exploitable par la presse, parce que techniquement, la presse a besoin d'images assez lumineuses. Et moi, ce que j'amènerais, ça serait des images plus difficile à traiter techniquement, tu veux dire, par rapport à l'impression oui, absolument. d'un magasin. Ouais, parce qu'en fait, c'est tout simplement sur une prise de vue, le flash que j'utilise ne marchait plus. Mais j'ai continué à photographier, en me disant, bon, voilà, peut-être qu'il va se remettre à marcher, ce qui n'a pas été le cas. Enfin bon, je savais que j'avais 15 images bien éclairé et puis le reste qui était mal exposé. Et quand je suis rentré chez moi, je me suis dit bon, elles sont toutes noires, mais je vais voir ce que je peux en faire. Et j'ai eu une vraie révélation. J'ai vraiment travaillé une image. J'ai essayé d'en tirer le maximum et j'ai vu que il y avait une vibration dans cette image que je ne trouvais pas dans mes images précédentes, celles qu'on voit. Celle que je mets sur Instagram ou que j'utilise pour la presse. C'est encore un travail qui est un petit peu au tout début. C'est une évolution qui ne se fera peut-être pas d'un point de vue professionnel parce que je ne sais pas si ça peut être exploité. Oui, là tu es face aux contraintes de reproduction dans des impressions en rotative ou des choses comme ça. Okay. Et je pense que j'ai cru comprendre que tu avais au départ pratiqué de la photographie, donc tu parlais de l'argentique mais aussi en noir et blanc. Tu as arrêté à un moment donné de faire des portraits en noir et blanc. Est-ce que c'est délibéré ou est-ce que c'est uniquement... Ça c'est lié au marché de la presse lui-même. Mais je ne me verrais pas revenir au noir et blanc. Donc pour moi, la couleur, pour moi, c'est à la fois une contrainte et une nécessité. La contrainte parce que
Parce qu'effectivement, dans la couleur, il y a tellement de choses sur lesquelles il faut compter. Il y a tellement de choses à gérer. C'est beaucoup plus difficile de réaliser une bonne photo en couleur qu'une bonne photo en noir et blanc. Pour des photographes qui ne sont pas plasticiens, je veux dire, moi je ne suis pas pour un plasticien, la couleur c'est une nécessité absolue. Mais pour nous, photographes de presse, la couleur n'est pas essentielle. C'est l'évolution du marché. C'est une contrainte qu'on vous a aussi imposée à un moment donné. Ouais, mais aujourd'hui, je me verrais pas, je me verrais pas de travailler. Alors maintenant, pour moi, ça n'a pas de sens. Effectivement, on travaille en numérique. S'imposer de travailler en noir et blanc, alors qu'on peut très bien, faire les deux en une seule fois. Oui, de toute façon, tu peux en effet transformer une photo couleur ensuite en noir et blanc. Et moi, je peux pas travailler en couleur comme je travaille en noir et blanc. Je veux dire, si je dis je fais une photo noir et blanc, je pense noir et blanc. Et tu prends un appareil photo en argentique à la rigueur. À la rigueur. Bien que je les ai un peu laissés dans le placard depuis quelques temps. Et quand je pars dans l'idée de faire une photo en couleur, je pars pas dans l'idée de faire une photo en noir et blanc. Et quelque part, j'ai l'impression de voir en noir et blanc si je suis parti faire une photo en noir et blanc. Et en couleur de la même manière. Et aujourd'hui, la couleur s'impose vraiment à moi. Même, je fais aussi des photos de paysage. Quand je pars en voyage, je travaille aussi pour un magazine de voyage. Je ne me verrais pas faire des photos en noir et blanc, alors qu'il y a des photos magnifiques en noir et blanc, de paysages, que ce soit des portraits de paysages d'ailleurs. Pour moi, la couleur s'impose vraiment. Et quand tu disais que c'était plus difficile de faire une photo couleur, ou en tout cas que tu vois plutôt les choses en couleur, ça se traduit par quoi? Par quels paramètres ou Je pense que la photo en noir et blanc, déjà, quelque part, elle est... c'est-à-dire que le sens vient immédiatement au regard en noir et blanc. Alors qu'en couleur, on peut vite être parasité par des couleurs dans l'image qui apportent rien à l'image. Le noir et blanc, c'est un chemin direct entre la personne qui regarde et l'image, et le sens de l'image. C'est très facile je dis pas que c'est très facile de faire une belle photo en noir et blanc, mais c'est très difficile de réussir une belle photo en couleur, ça c'est sûr. Parce que la couleur distrait le regard de l'essentiel. Alors il y a des très très grands coloristes. Parmi ceux que vraiment tu apprécies dans les grands coloristes en photographie, ouais. Photographie, je sais pas, moi j'ai dit Lorca vient à l'esprit. J'en ai pas en tête, mais j'en ai. Ou chez les peintres. Mais ça n'aurait pas de sens. Dis-moi quand même. Non, ça n'aurait pas de sens parce que je me réfère pas du tout. Non, c'est pas une référence, c'est les gens que tu peux apprécier, ou en tout cas dont la chromie ou le travail sur la couleur peut pour toi est intéressant. Alors, même si c'est des choses qui n'ont absolument rien à voir avec la façon dont toi tu travailles. Oui, je me réfère absolument pas du tout à ce que je peux aimer. Là, j'aurais peut-être dû réfléchir à ça avant, mais c'est vrai que j'ai pas. Je sais pas, moi. Mais peut-être que c'est simplement la nature qui est inspirante aussi. Si tu voyages beaucoup. J'adore Miro. Puis, je ne vais pas me cantonner à lui parce qu'il y en a plein d'autres, mais j'ai pas. Mais alors, j'ai remarqué que tu es représenté par l'agence Vue. Et l'agence Vue, en effet, te décrit ou te présente comme un photographe de portrait. Ouais. Et en vérité, sur ton site internet, la façon dont tu montres ton travail, on observe qu'il y a bien plus que du portrait. Tu parlais tout à l'heure, tu faisais des paysages. Mais bon, voilà, il y a beaucoup de photographies dans des pays hors de France. Est-ce que ce sont des voyages, en effet, personnels? Est-ce que je ne savais pas que tu photographiais, pour un magazine de voyage. Et ce travail, il est très différent, en effet, du travail de portraitiste, malgré qu'il y ait des portraits aussi dans ces reportages. Enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça reportage. Non, ce sont je ne peux pas dire des errances non plus, mais il n'y a pas une thématique très, très, très précise. Non, il y a des voyages qui sont liés effectivement à des travaux de commande, et d'autres qui sont liés qui sont des voyages personnels. Par rapport à la présentation, je pense qu'elle doit être changée. Elle est peut-être ancienne. Elle est un peu datée, ouais. Non, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment faire avancer, parce que comme je disais, le portrait c'est à la fois un plaisir, mais parfois je me sens limité, vraiment très limité par rapport au format. Je sais pas si je suis passé à côté de ma vraie vocation, hein, mais je pense que le voyage et les accidents du voyage, c'est quelque chose qui sont pour moi
j'ai une vraie respiration, quoi, que je trouve pas dans le portrait. Que je... Ouais, le portrait, c'est vraiment l'épreuve du portrait. J'ai l'impression que c'est une épreuve que je m'affiche à moi-même en permanence. Tu mets le mot épreuve déjà. Ouais. Oui, il y a quelque chose de l'ordre de la... En tout cas, il y a une vraie tension que tu observes aussi chez toi, puisque quand tu parles d'agitation, en effet, il y a toute cette épreuve, tu la ressens physiquement aussi. Oui, vraiment. Ouais, c'est quelque chose... Ouais, c'est vraiment quelque chose qui fait vraiment partie de moi. Et je crois savoir pourquoi. Tu veux nous dire? Oui, je parlais de timidité. C'est vrai qu'il y a des photographes qui arrivent très bien, à imposer à leur modèle une attitude. Moi, j'en suis pas capable. Et je sais que par mon agitation, je les déstabilise et j'arrive à obtenir ce que je n'ai pas osé leur demander. Donc je crois que j'ai développé ce tic pour cette raison-là, pour essayer de les dérouter, sans leur imposer quoi que ce soit. Et c'est comme ça que j'obtiens parfois, souvent, des attitudes qu'eux-mêmes n'ont pas voulu. Est-ce que c'est un peu le paradoxe, tu sais, de ce qu'on a appelé à un moment donné, il y avait même eu une exposition, je crois, à Pompidou sur la trahison des images. Est-ce que finalement, les gens qui se voient en photo grâce à toi, grâce à ton travail, finalement ne se découvrent pas un peu comme une forme de mise à nu? Alors, je sais pas si... En tout cas, on voit des choses que parfois on ne veut pas montrer, et c'est pas forcément une représentation du réel, mais... Non, pas du tout. Et d'autant plus que moi, j'ai toujours tendance à dire que les portraits que je réalise, ou que les portraitistes réalisent, ne sont qu'une succession d'autoportraits. Moi, la personne que j'ai photographiée, quelque part, je n'ai pas cherché. Pour moi, c'est n'importe quoi, les photographes qui disent qu'ils vont essayer en 15 minutes de révéler la personnalité cachée d'une personne. Même si le photographe a un pouvoir de magicien, ou s'il a une personnalité tellement forte qu'il va arriver à contraindre le modèle. Non, moi je pense qu'on vient avec son bagage, et finalement on ne réalise qu'une succession d'autoportraits. Quelque part, c'est nous-mêmes qu'on photographie à travers les autres. Moi, je me suis souvent fait la réflexion en voyant des photos d'Afghan. Quand on voit, il a photographié, je sais pas, les Windsor, qui étaient à leur époque peut-être les personnages les plus photographiés, les plus connus au monde. Et moi, quand je vois cette photo, je me dis pas c'est les Windsor, je dis c'est une photo d'Afghan. C'est étonnant quand même de se dire que finalement la photo en elle-même rappelle plus celui qui l'a prise que les personnes prises en photo. Et voilà, donc quand on voit le travail d'Afghan ou d'Irving Penn, on voit la personne derrière. Qu'est-ce que c'est si c'est pas des autoportraits, quoi. Et donc c'est ça, donc trahison, oui, c'est une vraie trahison, parce que quelque part, voilà, on va photographier des gens qui détestent ou adorent ça, mais en tout cas, ils sont là pour faire la promotion de leur personnalité, et finalement, c'est pas d'eux dont on va parler, c'est nous-mêmes, quoi. Alors, eux, ils le savent pas. Un peu des deux peut-être, ou alors c'est dans un instant donné, un instant comme un peu au théâtre, avec une unité de lieu, de temps, et plus une histoire qu'on raconte, arriver à cette quintessence qui est un peu une image de vos deux personnalités. Il y a les deux. Alors, le magazine qui va imprimer l'image ne verra que la personne photographiée, et moi, je ne verrai que la personne qui a pris la photo. Et finalement, tout le monde se rejoint au milieu, quoi. Mais effectivement, il y a une trahison, parce que d'abord, je suis pas là pour servir la soupe aux gens que je prends en photo. Sauf quand je fais de la photo corporate, où là, effectivement, on est là au service de la personne qu'on prend en photo. Mais pour la presse, c'est pas ce qui nous est demandé, et sans vouloir dénaturer ce qu'on fait, ni ce qu'on voit, et être dans une vraie trahison, c'est pas le cas. Donc, de toutes les images que je vais choisir et que je vais envoyer, je vais choisir les images les plus laides de la personne que je prends en photo, ou la plus
voilà. Oui, ça n'aurait pas de sens de toute Non, manière. il y en a qui s'en sortent, qui Ouais. font ça très bien. Hein. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, il y en a qui étaient des photographes. Ah oui, mais bon là c'est un peu, enfin c'est peut-être un effet un peu facile. En effet, Oui. quand il y a une personnalité, bon, je Ouais. pense à Vladimir Poutine, on peut être très partisan par rapport en Ah oui. effet et donner un peu son avis par le biais d'une photographie. Ah bah, bien sûr. Et en tout cas, celui qui arrive à faire une photo de Vladimir Poutine en ayant réussi à imprimer sa propre volonté, bravo quoi. J'en connais une, Ouais. c'est celle de Stéphane Lavoué, Ouais. qui est absolument Oui. incroyable, je trouve. Mais oui, moi je vois ce Mais je pense qu'il a travaillé dans les conditions que tu décrivais, c'est-à-dire qu'il avait 30 secondes pour oui, faire une 30 image. secondes, Ouais. il avait 30 secondes. Et oui, je vois très bien la photo. Hein, mais alors après, il y a tout un discours Oui, derrière oui. l'image. Mais bon. En restant complètement factuel et en ne re-racontant pas une histoire qui serait même presque Ouais. inventée, je trouve que cette image respecte l'individu Et dit beaucoup de choses de la personnalité. Oui. Pour moi, c'est Mais- peut-être, je ne sais pas quelle est ta définition d'une bonne image, d'un bon portrait, en tout cas pour la presse, mais je trouve que puisqu'on est quand même, tu es quand même journaliste, donc j'imagine que c'est important de ne pas non plus que ton opinion soit flagrante absolument. Oui, bien sûr, il faut savoir dire les choses, mais en silence, quoi. Il faut pas le crier sur les toits. Et bon, pour Poutine, en même temps, comme Poutine, c'est quelqu'un qui cherche pas non plus à plaire. Il n'avait pas grand-chose à faire d'autre qu'installer la lumière qu'il fallait au moment où il fallait et appuyer sur. Et je pense qu'il aime beaucoup être photographié malgré tout, cet individu. Il aime bien être photographié, mais toujours d'une manière très antipathique. C'est parti de son. Voilà, de la création d'un personnage. Ah oui, bien sûr. Et est-ce que justement parmi les gens que tu es amené à photographier, tu sens très vite ces gens qui ont un rapport à leur image et à la construction d'un personnage? Est-ce que c'est des choses qu'on perçoit tout de suite en tant que photographe ou est-ce que c'est des choses qui passent uniquement dans la phase suivante au moment où en effet tu découvres l'image sur un écran? Non, en fonction des métiers qu'on photographie, par exemple les hommes politiques, je sais pas si ils sont dans un contrôle de leur image qui est difficile de casser, quoi. Non, il y a effectivement des gens pour qui l'image est un deuxième métier. Les comédiens, les acteurs, les gens d'image, quoi. Donc il est très difficile de déconstruire ça, quoi. Mais je suis amené à photographier beaucoup d'écrivains. En régional qui détestent se faire photographier. Pour qui l'exercice est vraiment une peine totale, une perte de temps considérable. J'aime bien rencontrer ces gens-là, en fait. En fait, je préfère presque photographier des gens antipathiques que des gens sympathiques. C'est une contrainte. Alors, c'est bizarre, c'est vraiment en contradiction avec ce que je dis sur ma timidité, parce que c'est vrai que quelqu'un de timide a envie d'être très rapidement aimé, etc. Mais bon, quelque part, oui, c'est un peu mes contradictions, quoi. C'est, je sais qu'une image sera forcément plus forte, plus réussie avec quelqu'un qui ne nous a rien donné, plutôt qu'avec quelqu'un qui est prêt à faire tout ce que je lui demande. Alors, en général, je finis toujours mes interviews par une question autour du livre, puisque en effet, Emeria produit des livres et cet objet, malgré la suprématie du digital et du numérique, reste un petit peu un objet en tout cas sacré pour notamment beaucoup de photographes. Est-ce que toi tu as déjà publié des livres? Quel est justement, tu parlais tout à l'heure aussi du fait que voilà, dans des nouvelles recherches esthétiques, en tout cas dans l'évolution de ton travail, tu te rends compte que les technologies de l'impression du magazine ou d'un journal sont un peu limitent un petit peu aussi une proposition photographique. Est-ce que le livre pour toi reste un objet important? Est-ce que tu achètes des livres photos? Est-ce que tu as déjà publié? Alors, j'ai pas publié de monographie. J'ai été dans des ouvrages collectifs. Je sais que l'agence Vue a produit un livre sur des portraitistes il y a quelques années et j'avais des photos à moi. Mais j'ai encore... En tant que portraitiste, c'est difficile de... Déjà, je n'ai pas été chercher des éditeurs. Peut-être qu'il faudrait que je démarche aussi ça. Mais c'est vrai qu'en tant que portraitiste, c'est toujours délicat d'imaginer un livre de personnel, à moins d'avoir vraiment un projet spécifique
autour d'une idée, du portrait. Je sais pas, je pense notamment à ce photographe dont j'ai oublié le nom, qui a fait tout un travail moi, que je trouvais vraiment génial sur des personnalités, pas que, mais personnalités anonymes photographiées en très très gros plan à la chambre. Vraiment, on voyait tous les détails du visage. Et ce qui était étonnant, je vais retrouver, c'est que quelque part, il mettait côte à côte Brad Pitt avec un anonyme. On fait partie de la même humanité. Exactement. Et travailler de cette manière-là, il mettait côte à côte deux personnes qui étaient effectivement deux humains. Et quelque part, la célébrité de l'un s'effaçait et l'anonymat de l'autre montait. Et donc, il y avait une égalité entre ces deux approches et qui rendait l'objet passionnant. Je pense que le prochain épisode, ce qui serait intéressant, c'est qu'on a beaucoup parlé de la photographie de portrait, mais que en regardant tes images qui ne sont pas des photos de portrait, des photos de voyage, je pense qu'il y a énormément de choses à dire également sur la photographie de paysage, ou en tout cas de cette photographie qui sort du cadre du portrait posé. J'ai vu des très très belles choses et je pense que tu as une approche de la couleur qui a l'air vraiment différente quand tu es dans une autre forme d'errance dont tu parlais tout à l'heure. Donc je pense que ça vaudrait le coup qu'on propose un deuxième épisode sur le paysage. Bien sûr. Avec plaisir. On est d'accord ? On est d'accord. Alors super. Merci Franck. Ça va ? Je t'en prie. Merci à toi. Bienvenue dans L'Œil Écoute, le podcast indépendant qui analyse notre rapport à l'image photographique et l'évolution du médium à l'heure de la suprématie du numérique et du digital.